On l'aura pas! On est hors course, non? La ferme! Mais vous êtes dingue! On va laisser cet idiot sortir d'ici, Fifi! Avec un peu de chance, tu dois pouvoir te trancher la cheville en 5 minutes. Je suis pas méchant, moi. Je suis malade. T'entends? Je suis malade. Soyez témoins! Soyez témoins! Hello les amis du cinéma, bienvenue sur le Ciné Club Rétro, nouveau podcast de Kiko et moi-même. On est ravis de vous accueillir sur ce nouveau podcast. Le principe c'est de faire des rétrospectives, donc ça peut être des rétrospectives de cinéastes, de sagas ou de thèmes variés. Voilà, donc bienvenue Kiko, salut, ça va bien ? Salut, comment ça va ? Bienvenue dans ce nouveau podcast où on va s'éclater complètement à parler de cinéma en tout genre. C'est ça, et donc pour ceux et celles qui nous suivaient sur la précédente podcast, ASP pour les intimes, c'est un podcast qui est dédié au cinéma asiatique, et donc celui-ci, Ciné Club Rétro, n'aura pas de film asiatique, ou peut-être sur certaines sagas... On va le dire avec des guillemets. Voilà, on se fera peut-être plaisir de temps en temps, Voilà. Mais le principe c'est plutôt de garder le cinéma asiatique pour l'ASP. Exactement. Et donc aujourd'hui, on va parler pour ce numéro 1, épisode 1, de la saga Mad Max. Oui, Parce plein de sable et des vroom vroom c'est en ça. perspective. C'est ça. Ça va être le fun. Et donc on s'est fait plaisir à découvrir ou redécouvrir les films Mad Max en prévision de Furiosa qui arrive très bientôt et qu'on a hâte de découvrir. Premier épisode, on a choisi Mad Max parce que l'épisode sortira au moment où Mad Max sortira en France, du moins. Vu que nous, on est québécois pour ceux qui débarquent. Ouais, nous ce sera un peu plus tard. Voilà, donc nous, il arrive vendredi au cinéma. Donc on avait envie de se refaire une rétro Mad Max. Et avant d'aller voir Furiosa. Et donc le voilà, le pourquoi de cet épisode-là. Et bah c'est parti, on va pas tergiverser pendant plus longtemps. Et on va parler du mauvais Max. Du mauvais Max, du Max. Bad Max. Et donc, on va forcément commencer par le premier film, qui est sorti en 1979, avec forcément Mel Gibson. On ne vous apprend plus rien. Voilà, est-ce que tu veux faire un petit pitch ou est-ce qu'on en attaque direct ? Est-ce qu'on a encore besoin de présenter le Mad Max ? C'est vrai, Mad Max, ça reste quand même une première trilogie qui était très populaire dans les années fin 70, début 80, notamment pour les anciennes générations. Nous, on est de 85, on l'a découvert un petit peu plus tard. Enfin, pour moi, en tout cas. Voilà, moi très tard. Donc moi, ça a été tout de suite une claque à l'époque parce que j'avais découvert un peu les Mad Max dans le désordre. Ouais. Je crois que j'avais commencé par le premier, ou peut-être par le 2, je ne sais plus, mais je sais qu'après, j'ai vu et revu le 3, parce que c'était le plus, on va dire, accessible au niveau thématique et violence, surtout. Ouais, carrément. Si on peut dire ça. Bon, on en reviendra après plus sur le 3. Tout ça pour dire que c'est une saga qui est très très connue aujourd'hui, notamment avec la version Fury Road qui est sortie courant 2010, je n'ai plus la date exacte, 2015 exactement, qui a fait un carton planétaire, qui est devenu, on va dire, un film culte de cette décennie-là. Maintenant, on va se replonger là-dedans et on va commencer à parler du premier. C'est parti. Tu pitch, je pitch. Allez, j'y vais. Donc, Mad Max 1, ça se passe dans un monde
post-apo, c'est-à-dire qu'au futur proche, et on va suivre le Cavalier de la Nuit. C'est un chauffard qui va semer la terreur sur les routes australiennes. Il y a toute une brigade de police, un peu milice, qui va essayer de l'arrêter. Donc le film s'ouvre sur une chasse à l'homme pour arrêter le Cavalier de la Nuit. Et s'ensuit après plein d'aventures, plein de péripéties, plein de courses-poursuites, bagarres en voiture, et comme tu disais tout à l'heure, des gros vroom-vroom. Exactement, avec des gros muscle cars. Voilà. Et dont l'intercepteur du futur grand Mad Max. Voilà, c'est ça. Du futur grand Max, même. Le pitch du film, c'est vraiment le début. Là, ce que tu as Ouais, raconté, là, c'est c'est vraiment vraiment le la première scène. Pour rentrer un peu dedans, le cavalier de la nuit en question, l'espèce de méchant du début de film, va périr dans un accident de la route. C'est ça, causé par Max. Et donc, on va basculer sur un autre méchant qui s'appelle... Alors, la tondeuse en français et Toe Cutter en Toe anglais. Cutter, voilà, le coupeur d'orteils. Et voilà, c'est ça, c'est pas tout à fait pareil. Qui voudra se venger. C'est ça. D'après ce que j'ai compris, il y a un lien de parenté entre les deux, je crois, ou du moins il était de son clan ou son gang. Oui, je crois qu'en fait, ils sont du même gang, quoi, tout simplement. Et c'était, soi-disant, le cavalier de la nuit, c'était le grand truand du coin. Ouais. C'était la légende, en fait. Il y a un groupe de motards et de mercenaires, on va dire, qui vont vouloir se venger et essayer de poursuivre Max pour le tuer et lui faire du mal. C'est ça. Et voilà, donc la légende de Max commence ici. Qu'est-ce que tu as pensé de ce film ? Et moi j'ai été agréablement surprise. Donc pour l'anecdote, moi je les avais jamais vus, les Mad Max. J'avais juste vu Fury Road à sa sortie. Découverte complète. Je m'attendais pas exactement à ça. J'avais déjà entendu effectivement que la saga Mad Max c'était beaucoup d'action, qu'il n'y avait pas forcément des scénarios ultra développés, des choses comme ça. Mais en fait, je m'attendais déjà au monde post-apocalyptique qu'on va plus retrouver dans le 2. Et donc j'avais pas anticipé l'histoire qu'elle allait avoir autour de la brigade de police, de sa famille et tout. Mais non, franchement, c'est un film de 1979 et ça passe crème, quoi. Aujourd'hui, c'est clair. C'est un film très punk. Ouais, complètement. George Miller a tout de suite essayé de mettre un espèce d'univers. Avec le peu de moyens qu'il a, c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas un vrai univers post-apo, on va dire. Ouais, je pense. Et après, il y a aussi le fait que, justement, comme il a fait beaucoup avec les moyens du bord à l'époque, il a pris beaucoup de stratégie pour justement pas avoir à montrer trop de choses et que ce soit donc trop compliqué à filmer. Et en fait, c'est ce qui fait qu'il vieillit pas le film, parce que t'as pas, comme on disait, plusieurs... Ouais, des CGI. Voilà, comme on a pu dire en off, d'avoir plein d'effets spéciaux pratiques, ouais. Qui, au final, en 1979, forcément, c'était pas l'âge d'or du CGI. Oui. Et donc, on se retrouve avec des choses qu'on vieillit aujourd'hui. Et là, en fait, ça fonctionne super bien. Les cascades les courses-poursuites sont très, très bien faites. Donc, moi, j'ai vraiment eu le sentiment d'être dedans, d'être... Et non, franchement, je m'attendais pas à autant aimer le film, en fait. Je m'attendais à le voir avec un regard, justement, un peu trop... moderne, et donc de pas avoir eu l'affect qu'il y a autour de Mad Max. Surtout que t'avais Fury Road en tête. Ouais, c'est ça. Et franchement, je trouve qu'on voit tout l'ambition qu'avait George Miller et tout ce qu'il a voulu mettre en place, qu'il a pas forcément pu faire dans la première trilogie, et qu'il a après, où il s'est fait plaisir dans Fury Road, quoi. Est-ce que je te redemande si t'as aimé ? Oui, non, mais après, moi, ça va être rapide. Hein. Moi, la saga Mad Max, j'adore. Dans son entièreté, on en parlera un peu plus pour les prochains films. Mais le premier Mad Max, c'est pareil, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. Il y avait quelque chose qu'on avait parlé en off et qui m'avait vachement marqué. C'est, de toute façon, le film, on est là pour plus ou moins parler du film, donc on va spoiler pas mal. Donc si vous ne l'avez pas vu, arrêtez-vous là et au pire, allez voir les films et revenez écouter l'épisode. Le truc, c'est que comme on s'attaque à la saga, on est obligé de développer un maximum pour essayer d'être un peu plus concret dans ce qu'on veut dire. Donc moi, il y avait un truc qui m'avait marqué, c'est quand on a remis le premier Mad Max, le souvenir que j'avais, en fait, c'était la mort de la femme de Max et de son fils. En fait, dans ma tête, l'image était gravée, tu vois. Ouais. Il y avait cette image de mort où, en fait, il se faisait rouler dessus. Quelle fut pas ma surprise quand j'ai vu qu'au final, en fait, la mort de ces deux personnages-là, en fait, on la voit pas. C'est vraiment du hors-champ. Ce que j'ai trouvé fort, en fait, c'est que moi, dans ma tête, j'étais persuadé de vraiment voir les deux corps sous les roues de... Dans ma tête, c'était une voiture, tu vois. De voir vraiment les corps passer, tu sais, des espèces de pantins qui étaient sous les roues.
Ben non, en fait, on voit rien du tout. On Ouais. voit juste deux chaussures Qui roule par terre. qui roulent sur la route, et enfin qui traînent sur le bitume. Et on voit les méchants, entre guillemets, Ouais. tracer leur route, tu vois. Pendant très longtemps, j'avais cette image en tête, elle n'existait pas, en fait. Ouais, ah bah, comme quoi l'imagination. Hein. Ouais, comme quoi le fait de suggérer quelque chose de violent ou que sais-je, bah finalement, moi, mon imagination a fait le reste, et ça a créé une image qui est restée complètement en tête. Enfin bref, là, c'était vraiment pour parler Ouais. de souvenirs que j'avais. Parce que pour Mad Max 1, le seul souvenir que j'avais, c'était vraiment cette mort-là, tu vois. Ouais. Je savais que Mad Max, en fait, était devenu Mad après la mort de sa famille. Et c'est pareil, j'avais plus trop souvenir de ce monde pré-post-apo, parce que pour le coup, on voit qu'il y a encore de la civilisation, on voit qu'il y a encore les gens qui travaillent, on voit un garage Ouais. qui répare des voitures, ils partent en vacances à un moment donné dans un chalet au bord de la forêt, tu Ouais. vois. Ouais, ils ont de l'essence. Ils des ont de trucs l'essence, sans- tout ça. Donc, tu vois qu'il n'y a pas encore des grosses pénuries qui viendront après par la suite dans la saga Mad Max. Là, on est vraiment dans un film où, en fait, tu sens qu'il y a quelque chose qui s'est passé. On ne sait pas quoi. Ouais. George Miller ne dit jamais ce qui s'est passé. On ne sait pas si c'est une guerre atomique, si c'est une guerre mondiale, si... Ouais. on sait pas, tu vois. On ne sait rien du tout. Donc, du coup, bah, on va suivre ces groupes de policiers avec leurs casernes complètement délabrées et complètement désertes, en fait. Ouais, c'est ça. On va juste voir un garage souterrain où il y aura toutes les muscle cars, que des V8. Non, le premier V8, c'est celui de l'intercepteur de Mad Max. Et voilà, le film, en fait, c'est juste ça. C'est difficile d'en dire plus parce qu'au final, le film ne raconte pas grand-chose. C'est juste une histoire de vengeance où ça va se passer sur des routes, C'est ça. où il y aura des cascades qui seront faites en dur et en direct. Et c'est juste pour ça, c'est impressionnant. On y va pour ça, on y va pour des scènes d'action, on y va pour voir ce que George Miller nous propose en 1979 avec des cascades faites carrément avec des amateurs et des professionnels de la cascade, et tout ça, ça donne le premier Mad Max. Je crois que j'ai assez dit sur Mad Max 1 parce que après, on va pas vous raconter non plus ce qui se passe à la fin. Ouais, bah, il y a le système de vengeance des deux côtés, en fait. C'est-à-dire qu'il va y avoir le gang qui va vouloir se venger de Max à la suite de la mort du Chevalier de la Nuit. Et après, bah, forcément, Max va vouloir se revenger derrière. Donc, il y a un peu cette double vengeance qui traîne tout le long du film, quoi. Oui, en fait, t'as un peu ce schéma de la violence n'engendre que la violence, en fait. Ouais, mais complètement. C'est un Complètement. cercle perpétuel, et puis en fait, ça va continuer comme ça indéfiniment, et ça va mener à ce qui va se passer après dans le 2. Dans le 2, 3. tout à fait. Donc voilà, premier Mad Max, dans l'ensemble, c'est un excellent film. Ouais, franchement, bah, c'est ce que je disais. Moi, je trouve que ça a extrêmement bien vieilli. Et pour quelqu'un qui l'avait jamais vu, qui avait, à part. Voilà, donc. Qui appréhendait un petit peu de se dire on regarde une légende longtemps après. Et donc. Mais ça n'a pas vieilli du tout, parce que comme tu disais tout à l'heure, le fait que tout soit fait en dur, avec les effets pratiques, bah, ça traverse le temps, en fait. C'est ça. Et franchement, les cascades, les voitures, quand elles se font éclater, tout ça, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Les accidents, ils sont pas simulés. Et moi, il y a quelque chose aussi que j'avais dit en off quand on l'a vu, c'est que je trouvais ça super intéressant, c'est qu'il y avait deux façons de filmer, je trouve, dans Mad Max. C'était qu'il y avait des plans qui allaient être vraiment avec caméra embarquée, donc on avait une sensation de vitesse à l'intérieur. Et après, il y a aussi des plans où tu vois que la caméra est fixe et tu vois les voitures qui vont ou les motos slalomer autour de la caméra. Et en fait, ça donne aussi une sensation de vitesse et de de danger, et qui est justement super bien parce qu'au final, t'as une caméra qui est posée et où donc c'est pas un truc qui est hyper cuté ou hyper qui va faire mal aux yeux au bout d'un moment. Et ben je trouve que la réalisation, peut-être qui était au départ parce qu'ils avaient pas les moyens de faire plus, et ben franchement traverse super bien le temps. Après, ce qui a peut-être vieilli un peu, c'est les 2-3 petits effets d'accélération. Ouais. Mais là, on sent vraiment que voilà, c'était peut-être des passages ou des cascades qui étaient un peu difficiles à faire, on va dire, à vitesse réelle. À vitesse réelle. Mettre un petit coup d'accélérateur sur l'image, ça passe encore, tu vois. Oui, parce que c'est pas sur toutes les scènes, c'est pas systématique, et donc franchement, ça... Non, ça gâche pas du tout. Non, tu, pas du tu tout. le vois, mais pas du tout. Puis de toute façon, quand tu le remets dans son contexte, avec le petit budget qu'il a eu, je sais plus ce que c'était, je l'avais 400 000 $ australiens. Donc à l'époque, je ne sais pas combien ça fait pour nous de dollars canadiens aujourd'hui ou d'euros pour l'Europe. J'ai pas les informations, je suis désolé. Avec le peu de moyens,
ce qu'il a réussi à faire, c'est vraiment dingue. Hein. Franchement, c'est... Ouais, et ça prouve qu'on peut faire des grandes choses qui restent. Avec pas grand-chose, juste avec des idées. Ouais, et avec des bonnes stratégies, quoi. Ouais, c'est ça. On Premier passe au Mad deuxième Max, je pense qu'on va passer au deuxième. Regardez! Là-bas! Ils reviennent! Perdez les issues! C'est ici que tout va se jouer. La Légion Humungus vous salue! Dans un monde sans carburant. Humungus règne sur les terres désolées! Je suis profondément déçu, vous avez voulu évacuer le carburant noir hors de mon territoire! Défendre le carburant! Non, on ne partira jamais! Donnez-moi la pompe, le stock d'essence et toute l'installation! Voici une terre qui attend l'arrivée d'un héros. Tu vois, si jamais quelqu'un peut entrer là-dedans, c'est bien toi. Voici Mad Max 2, le défi. Max, Un virtuose du volant comme toi, on n'en voit pas souvent. le guerrier de la route. Je conduis comme un chef. Je tire mon chapeau, tu possèdes le dernier intercepteur V8. Chaque jour, nous devenons plus faibles et il se renforce. Si vous voulez vous en aller, adressez-vous à moi. Pour aller chercher le camion, il me faut 20 litres de gasoil. D'accord, tu peux y aller. Toi, tu peux courir, mais pas te cacher. On va s'arracher d'ici ou se cracher. Je me suis trompée sur ton compte, excuse-moi. Quand chacun ne pense qu'à sa peau. Quand on ne peut plus fuir. Quand il ne reste plus qu'une dernière chance. Priez pour qu'il soit encore là, quelque part. Mad Max 2, le défi. On part 3 ans plus tard, et c'est sorti en 1981, donc. Tu veux pitcher cette fois? Ouais, alors là, on est sur Mad Max 2, le défi. Le défi, et je sais pas pourquoi, hein, je suis désolée, mais moi ça me fait penser à Batman le défi. Tu te dis Bah, Batman ouais, 2, ouais. Batman le défi, Je sais Mad pas Max pourquoi 2, ils ont le fait défi. Mad Max 2, ça marche très bien. Ouais. Bon, enfin bref, ça se passe quelques années après le premier. Ouais. On ne sait toujours pas Combien de temps exactement? combien de temps exactement, et on ne sait pas ce qui s'est passé dans ce monde-là. Sauf que là, on apprend qu'il y a une pénurie d'essence. Ouais, bah, il y a juste au début une mini intro où ils vont dire qu'il y a eu 2 pays ou 2 grandes firmes qui se sont fait la guerre. Donc il y a justement, en gros, il y a plein de trucs qui ont explosé. Et c'est comme ça que la pénurie est arrivée. Ah, c'est dans celui-là? Ouais, Ah mais bah tu vois, je voulais en parler dans le 3, mais tu vois, j'étais persuadé que c'était dans le 3. Bah alors, Non, t'as tu le peut-être mets raison. d'un coup, mais Non, pour moi, finalement, c'était ça. t'as peut-être raison, parce que du coup, comme là, on va suivre une petite colonie qui ont bâti une espèce de centrale... ouais, de raffinerie, en de fait. raffinerie, ouais, où vraiment ils font leur essence eux-mêmes, au plein milieu du désert, et tu vas voir un peu tout entre les loupards et Max qui veulent essayer de récupérer l'essence, récupérer quoi. un max d'essence, parce que en fait c'est le nerf de la guerre. Grand désert, des grosses bagnoles qui consomment, je sais pas moi, peut-être 20 litres au 100, tu vois. Donc il faut les remplir, les réservoirs. Et donc, Vu que leur conduite n'est pas du tout économique. Exactement. Là on est loin des voitures électriques, et en fait on va suivre vraiment cette aventure dans cette raffinerie où on va voir une colonie qui veulent essayer en fait de se sortir de cette raffinerie-là. Et sauf que bah t'as un max de méchants qui veulent essayer de s'approprier la raffinerie pour C'est ça. prendre tout En fait, l'essence. ils sont attaqués de toutes parts par Voilà. des nomades du désert Voilà. qui veulent justement récupérer l'essence, et donc ils ont même fait un espèce de clan aussi à l'extérieur pour pouvoir essayer de percer leur forteresse, puisqu'ils ont carrément fait une mini C'est carrément forteresse. une forteresse, ouais, vraiment c'est vraiment une raffinerie Céveso, tu vois. Sans le Céveso, parce qu'il n'y a pas les règles de
Il n'y a pas trop de règles de sécurité, non. Donc voilà, et nous on va suivre en fait un point de vue de Max qui va regarder ça au loin sur une petite colline en compagnie d'un personnage secondaire qui est venu se greffer à l'histoire, où en fait on va vraiment suivre ce petit duo-là, on va dire un espèce de buddy movie avant l'heure, où Max va, entre guillemets, garder, entre guillemets, il va garder, menotter Jedediah, je crois qu'il s'appelle. Donc ce personnage-là qui est au courant de ce qui se passe dans cette raffinerie-là, comment on peut y aller, comment on peut prendre de l'essence. Donc Max, il va le prendre avec lui par la force des choses, et il va se créer un petit duo qui va se passer pendant tout le film. Et donc, je te laisse parler de la suite. Ouais, et donc ils arrivent justement sur le site de la raffinerie, ils sont planqués dans les hauteurs, et en fait, ils font un peu une planque, en fait, pour voir quand est-ce qu'ils vont pouvoir s'infiltrer. Et ils vont se rendre compte qu'il y a un moment 3 voitures qui sortent de la raffinerie et qui vont se disperser pour éviter pour essayer de semer les nomades. Et quand Max arrive à une des voitures, justement, pour les intercepter, il se rend compte que les brigands les ont déjà attrapés avant. Et donc il y avait 2 personnes, un homme et une femme. Le gars la meuf est morte et le gars est en train de mourir. Et le gars lui dit ramène-moi à l'intérieur et tu pourras avoir ton essence, quoi. C'est ça. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont justement pouvoir rentrer... parce qu'ils vont donner patte blanche, quoi, en disant je suis avec lui et c'est bon, quoi. Ouais, parce qu'ils ont ramené le corps meurtri de ce personnage-là, et donc ils ont eu un passe-droit pour rentrer. C'est ça. Max va se retrouver dans cette raffinerie-là et se faire attaquer par les nomades. Ouais. Et donc voilà, ça donne Mad Max 2. Et qu'est-ce que tu en as pensé de celui-là ? Il est excellent. Il est incroyable, celui-là. Ouais. Je trouve qu'il y a une très très bonne suite du 1, c'est-à-dire qu'on a vraiment le personnage de Max qui est complètement... voilà, complètement fou mais très dépressif, quoi, tu vois, c'est vraiment, il parle pas, il y a vraiment quasiment aucun dialogue, et puis lui ce qu'il veut c'est juste prendre de l'essence et se barrer. Et par la force des choses il est un peu obligé d'aider tout le monde, mais ouais, non, c'est vraiment une suite qui fonctionne très très bien. On voit aussi l'évolution des cascades, du budget, des choses comme ça qu'il a pu avoir. On sent qu'il arrive plus à faire ce qu'il avait envie. Mais voilà, c'est un film aussi qui a extrêmement bien vieilli, qui, moi, en le regardant en 2024, ça fonctionne toujours aussi bien. Et voilà, franchement, très très bonne surprise et une bonne montée en puissance de la saga, quoi. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et l'avantage de ce film-là, en fait, c'est que tout de suite, on voit l'évolution du monde. Là, on est vraiment dans du post-apo. Là. Ouais, complètement. Là, on a basculé vraiment l'univers dans un autre monde. Et avec un nouveau Max, comme tu l'as dit, qui est quasi mutique, en mode Bresson. Voilà, moi, celui-là, je le trouve vraiment excellent. Il y a énormément de thématiques que j'aime dans ce film-là. Déjà, il y a beaucoup plus de violence. Ouais. Il est comme le premier, il est toujours aussi punk, donc c'est vraiment une suite qui se rattache vraiment sur le premier Mad Max, mais avec une violence autre que ce qui se passe sur la route, en fait. On va vraiment aller sur des violences physiques, sur des viols, sur des trucs comme ça. Donc là, on bascule vraiment dans un vrai monde post-apo bien sombre. Ouais, et de mode survie, quoi. Exactement. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est cette deuxième partie de film où on va vraiment être dans un espèce de huis clos dans la raffinerie. Ouais. Max, il va essayer de faire du max, en fait, parce que dans ce film-là, on voit vraiment que Max n'a plus rien à perdre. Il est complètement solitaire. Lui, ce qui lui importe, c'est ses propres intérêts. Donc là, lui, ce qu'il veut, c'est de l'essence et se barrer. C'est ça. Et rester tout seul. Exactement. Il veut rester tout seul. Ouais. Exactement. Et donc, la colonie de la raffinerie, en fait, vont essayer de le prendre comme super-héros, en fait. Ouais. En fait, ils voient en Max quelqu'un qui peut aider à arriver à leur but. Donc, c'est-à-dire quitter la raffinerie sain et sauf et essayer de fuir le plus loin possible. Le but, en fait, c'est de se servir de Max pour arriver à leur fin. Parce qu'ils voient que Max, en fait, c'est quelqu'un d'assez charismatique, assez héroïque. Et ils ont besoin de ce genre de personnage-là pour... Oui, et puis ils se rendent compte aussi qu'ils sont dans la colonie très hétéroclite. Donc il y a des enfants, des vieux, des hommes, des femmes, et c'est pas des guerriers en fait, quoi. Et ils se rendent compte que Max, c'est un profil effectivement d'ancien flic et qui va pouvoir plus facilement tenir tête aux
aux nomades et aux bandits que eux y arrivent. Donc c'est ils ça. ont mis en place plein de stratégies pour les empêcher de rentrer. Donc on retrouve les lance-flammes qui va après réutiliser dans Fury Road. Et puis il y a plein de trucs. Le personnage du petit aussi là, il est génial avec son boomerang. Le petit gamin, bah là, il est mutique quasiment. Ouais, c'est ça. C'est même pas, il parle pas du tout. C'est Mais c'est vraiment je crois qu'en plus dans le petit générique, c'est le petit sauvage. c'est ou un ça, truc comme c'est ce que j'allais dire. C'est vraiment le petit sauvage habillé avec une peau. ouais, puis un boomerang qui coupe. Ouais, en qui coupe à tout métal. va. Ouais. Et donc, tu as ce petit personnage-là qui vient aussi se lier à Max, parce qu'il voit en Max peut-être un père adoptif, peut-être quelqu'un qui lui ressemble, Ouais, finalement, complètement. quelqu'un qui n'a pas peur de la violence, qui n'a pas peur de ce monde. Par la force des choses, Max va se retrouver au milieu de personnes qu'il admire, mais lui, tout ce qu'il veut, c'est reprendre sa route. Ouais, parce que lui, l'admiration, il s'en fout. Il s'en fout complètement. Il n'est pas là pour la gloire, il n'est pas là pour sauver des gens, il n'est Ouais. pas là pour aider des gens, il est juste là pour prendre de l'essence et continuer à rouler. Parce que Max, après le premier, on voit qu'il n'a plus rien à perdre et ce qu'il veut, c'est continuer sa route. Et ce que j'adore en fait à partir de ce deuxième film-là, c'est que Max, au final, c'est plus un point de vue extérieur. Ouais, complètement. Parce que ce film-là, en fait, le plus important, c'est cette colonie. En fait, on va suivre vraiment l'évolution des personnages qui vont essayer de survivre dans ce monde-là. Et en fait, Max, c'est juste une caméra. Ouais, complètement. C'est une caméra qui vient filmer tout ce qui se passe dans ce film-là. Mais comme il est complètement détaché de ses émotions, en ça. fait, et ben, on a un point de vue neutre. C'est pas un point de vue qui va être biaisé par telle ou telle ancienneté dans la colonie ou dans le monde ou quoi que ce soit. C'est vraiment, comme tu dis, c'est comme une caméra, quoi. C'est vraiment neutre. Et donc Max refuse d'aider la colonie, recharge son intercepteur d'essence, de vivre et tout ce qu'il peut prendre. Il avait un accord avec la colonie, donc comme il a ramené quelqu'un qui était censé être sain et sauf, mais finalement il a mouru, il a quand même eu le droit à tous ses effets personnels et il quitte la colonie en les laissant derrière, en les laissant de leur merde, tout simplement. Bah ouais, dans le sens débrouillé, quoi. Sauf que Max se fait rattraper par les nomades, les groupes de méchants. Ouais. Donc on n'a pas dit le méchant, l'imposant Humangus. Ouais. La grosse montagne de muscles avec un masque. Je crois qu'il avait un masque, oui. Il a un masque en métal, là, de hockey. Comment dire, sa tenue SM en cuir, là. Ouais. Qui laisse apparaître les deux fesses avec le bon cordon qui rentre dans les seufs, tu vois. Donc, toujours aussi punk et toujours dans ce côté, tenue SM, en fait. Ouais, complètement. Puis là, c'est entièrement assumé. Il y en a un, il a carrément donc le short ou le pantalon en cuir, mais pareil, où les fesses sont à l'air. Et puis... des strings à tout va, des harnais en cuir. Pareil, il y en a un, il a aussi un masque SM, je crois, en cuir. Il y en a plein. Hein. Et très intéressant pour l'époque. Ouais, complètement. Franchement. De donner cette représentation-là à des méchants qui sont censés être... Vraiment, là, pour le coup, c'est vraiment manichéen comme film. Ouais. T'as le bien et le mal. Et donc, t'as le bien qui est représenté par la colonie. T'as le mal qui est représenté par Humangus et sa clique. Et au milieu, t'as Max. Ouais. Max, il est entre les deux, tu vois. Il veut pas prendre part. Il est ni bon ni mauvais. Ouais. Il est juste là. Et en fait, il va juste se retrouver dans des circonstances qu'il n'a pas choisies. Et donc, pour le coup, il sera obligé de revenir dans la colonie et d'aider la colonie. Parce que son intercepteur se fera broyer par la clique d'Humangus et il se retrouvera avec plus rien du tout. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'il va faire pour ses propres intérêts ? J'ai besoin d'un véhicule pour partir, j'ai besoin de vivre, j'ai besoin d'essence encore à nouveau. Qu'est-ce qu'il va dire ? Il va accepter l'offre de la colonie et participer à cette espèce de migration hors de la raffinerie. Ouais, c'est ça. Et donc, ils vont après mettre en place leur départ, quoi. Ouais. Donc, on sent qu'ils se préparent justement à éviter les brigands quand ils mettent en place un plan pour pouvoir évacuer tout le monde le mieux possible. Et non, franchement, ça... Et là, après, sur le reste du film, on bascule sur, comme dans Premier Max, c'est des scènes d'action avec des cascades à tout va, toujours fait en dur, toujours fait avec les moyens du bord. Impressionnant.
Ouais, en plus là, il y a il y avait un camion dans le 1, mais là c'est vraiment comment dire, la fin justement, la conduite du camion. Ouais. Et le camion citerne là, j'avoue. J'avais écouté une anecdote sur un podcast qui disait que la scène du camion dans le 2, qui s'est retournée, en fait c'est vraiment le propriétaire du camion, donc une personne lambda, qui a accepté de faire cette cascade-là. Peut-être pour la gloire, ou peut-être parce qu'il trouvait ça fun de dire ah bah vas-y, pourquoi pas, je vais être dans un film. Et il a fait cette cascade là et elle est incroyable. C'est clair. Le camion, comment il se retourne, mais on le voit pas souvent ça dans le cinéma parce que aujourd'hui ça serait compliqué à faire. Tu m'étonnes. Assurance, les producteurs en PLS derrière, c'est compliqué aujourd'hui. Et là l'avantage de ce film, c'est qu'en fait il est tourné en Australie, avec le budget australien, donc on va dire entre dissidents réalisateurs, tu vois. Et donc t'as pas trop t'as beaucoup moins de règles qu'à Hollywood. Donc tout ce qui est sécurité, assurance, ils étaient un peu libres de faire ce qu'ils voulaient. Et puis bon, on sent fin des années 70, début 80, où les règles c'est encore un peu... Ouais, c'est ça. Et l'avantage, c'est qu'ils ont réussi à tuer personne. Donc ça, c'est... Bah ouais, c'est plutôt une bonne chose. Ça, c'est peut-être la grande réussite de la saga Mad Max, c'est d'avoir réussi à tuer personne. Parce que... Après, je sais pas s'il y a eu beaucoup de blessés. Alors, à tuer personne, on en reparlera pour le 3, parce qu'il y a eu un événement tragique, donc on en reparlera juste après. Mais pour Mad Max 2, en tout cas, moi, c'est une énorme claque. Ouais, franchement, moi, j'ai adoré. Je trouve que on sent aussi que ça a énormément influencé le cinéma d'action des années 90, 2000. Et non, franchement, moi, j'ai vraiment pris une claque aussi. Et je comprends parfaitement à quel point il est rentré dans la légende à l'époque, quoi. Parce que à quel point il a été surprenant, parce que ça se faisait pas souvent. Et novateur sur plein de trucs. Non, franchement... ça marche du tonnerre. Et maintenant, on va passer... Et maintenant... transition toute faite. Tonnerre. Le dôme du tonnerre. Au-delà du dôme du tonnerre. Oh, t'es trop fort. T'as vu ça? T'as fait une école de journalisme, quelque chose comme ça. C'est parfait, ça. Le monde vient de subir l'épreuve du feu. Et seuls les plus grands guerriers et leurs plus mortels ennemis sont sortis vivants du brasier. Qui es-tu? Personne. Monsieur, j'en suis certain. Les dés sont jetés. Il est celui qu'on appelle le guerrier. Mais il a l'air d'un vagabond. Mais pour ceux dont la vie est en jeu... Nous sommes ceux qui attendent. Qui attendent quoi? Qui t'attendent, toi? Il est celui qu'ils appellent le héros. Mesdames et messieurs, mes très chers enfants, votre dernière heure est arrivée. Aujourd'hui, Mad Max est de retour dans Au-delà du dôme du tonnerre. Mel Gibson, Tina Turner. Allez, c'est parti. Et donc, on est sur Mad Max Au-delà du dôme du tonnerre, sorti en 85, donc assez rapproché, les trois au final. Et donc, Max est de retour. Il s'est fait dépouiller, parce que alors il est plus d'Interceptor. Il avait des dromadaires ou des chameaux, par contre, je sais plus. Et donc, il se fait dépouiller à l'entrée d'une ville de Troc, qui est d'ailleurs Trocville, je crois. Trocville, ouais, c'est ça. Et comme il a rien à troquer, il propose ses services. Il montre qu'il est fort et qu'il est rapide. Et donc, on lui dit, vas-y, viens, on va te présenter à la chef. On a un petit contrat pour toi, là. Et tu vas peut-être pouvoir nous aider. Et donc, donc c'est un gars qui gère le troc, le ramène auprès de Queen Tina Turner en Côte de Maille. Exactement. Et qui est en Titi. Et voilà, après, ils vont lui proposer un contrat. Ils vont se rendre compte que il y a du filoutage dans le contrat. Ouais. Il y a des choses qui se passent qui est un peu bizarre. On a l'impression que Max veut profiter de la situation, mais finalement, on sent que c'est plus les autres qui profitent de Max. C'est ça. Donc voilà, tu l'as bien pitché pour le coup. Celui-là, c'était assez simple. Après, c'est vrai que les scénars sont assez... c'est assez court et succinct, tu vois.
Qu'est-ce que t'en as pensé? Eh ben, alors... On a beaucoup de choses à dire. Ouais, ouais. franchement. Bah, alors, c'est vrai que c'est... j'avais plus en tête quand on l'a vu qu'effectivement c'était... comment dire, le mouton noir, là, le mot Ah ouais, ouais. de la saga. Donc, moi, franchement, je l'ai kiffé, le film. J'ai rien d'autre à dire. Effectivement, on est d'accord, il y a un changement de ton. Là, il y a pas de souci. On n'est pas sur les mêmes codes de violence ou des choses comme ça qu'on peut retrouver dans Mad Max 1 et surtout Mad Max 2. Mais ouais, moi, il est passé crème, en fait, tu vois. Ouais. Je veux dire, il est super fun. Je sais pas, moi, j'ai bien aimé l'ambiance, tu vois, de la ville avec la porcherie en dessous. Ouais. Les personnages sont aussi toujours super intéressants. Il y a effectivement des choses qui pêchent un peu, on va y revenir. Mais non, franchement, moi, c'est take my money. Je dirais, je l'ai vu pas très bien. C'est fait. Ok. Bah écoute, moi, Good Max et Les Enfants Perdus, bah finalement, moi, comme je t'avais dit, je crois que à l'époque, c'est celui que j'avais le plus vu, parce qu'il était fun, Ouais. et parce que dans mes souvenirs, c'était un nanar en fait. Ouais. Et finalement, en le rematant, je me suis dit, mais non, c'est pas un nanar. Pour moi, c'est pas un nanar, ouais. C'est pas du tout un nanar, en fait, le film, il passe vraiment bien, c'est vraiment un divertissement à la Hook, c'est pour ça que je parle des Enfants Perdus. C'est un peu les Goonies, complètement. un peu ce genre de vibe de l'époque, mais version Max avec des mèches blanches sur les côtés, qui ont un peu vieilli tout de suite, et puis qui perd un peu plus en charisme, tu vois, beaucoup moins charismatique que dans le 2, avec ses épaulettes noires, qui ont servi énormément par la suite dans des mangas comme Hokuto no Ken, petit trèfle. Et ouais, non, bah pour le coup, ce film-là, pareil, je l'apprécie énormément, mais j'ai du mal à lui trouver une place dans la saga Mad Max. Ouais, je comprends. Il y a une rupture de ton entre le 2e et le 3e, c'est impressionnant. C'est pas du tout le même univers, c'est pas du tout le même film, mais comme je l'ai dit, hein, si le film s'était appelé, je sais pas moi, Arthur et les Enfants Perdus, bah oui, le film se tient tout seul en lui-même, et puis ça marche très bien, et c'est un très bon divertissement. Pas de violence. Ouais, quasiment pas. Mais c'est vrai que toi, tu fais le rapprochement aussi avec les Goonies et tout. Je pense que c'est aussi un des points qui fait que ça a fonctionné vraiment très vite sur moi. Parce que justement, ces films-là, comme Hook et les Goonies, je les ai rodés quand j'étais jeune. Et donc, c'est vraiment des vibes que j'adore, en fait. Et pour le coup, je vais avoir moins de... Vu que j'ai découvert très récemment les 2 premiers Mad Max, j'ai pas... eu d'affect dessus, ou j'ai pas eu vraiment de nostalgie qui se mettrait dessus, et donc d'avoir cette rupture de ton me ferait dire genre ah non mais c'est blasphème quoi, tu vois. Mais effectivement, puis il y a, comme on l'avait dit en off, aussi incohérences en fait par rapport aux 2, donc il y a notamment un personnage qui revient oui, le personnage de J.D. Dia. Ouais, qui au final est pas... ils se reconnaissent pas, donc en fait on comprend pas pourquoi, on s'attend à ce qu'ils se parlent, et au final il est là... On retrouve le même personnage des années plus tard, qui est un enfant, et quand il croise Max, on n'a pas l'impression qu'ils se connaissent. C'est ça. C'est déroutant. Ouais, complètement. Moi c'est vraiment... Ça c'est le seul truc qui m'a, entre guillemets, fait un peu sortir du film, pareil. où je me suis dit mais pourquoi ils se parlent pas Ouais, ça marche pas du tout, je sais pas ce qui s'est passé. Après, moi je voulais revenir aussi sur la tragédie que j'avais évoquée juste avant. C'est peut-être aussi le pourquoi de ce film existe dans cette circonstance-là, tu vois, je sais pas, dans cette forme-là. C'est le décès de Byron Kennedy, qui était le producteur des 2 premiers Mad Max. Donc c'était le garde-fou de George Miller, en fait. C'était peut-être celui qui lui disait « Calme-toi, hein, fais plutôt comme ça, on va plutôt aller dans ce sens-là ». Voilà, c'était peut-être celui le chef d'orchestre, voilà, qui maîtrise vraiment... son travail, et qui va essayer de produire un film, on va dire, digne de ce nom. Ouais, puis emmener tout le monde à dans la bonne direction, voilà. Même si dans le 2 premiers, il y a peut-être des choses à dire, parce que c'était niveau sécurité, comme on l'a dit, c'était pas ouf. Là, tu sens quand même, c'est un peu plus cadré, c'est un peu plus sécure. Tu sens qu'il y a moins de... il y a déjà moins de cascades aussi, tout court, en fait. Complètement. Il y a effectivement le duel sous le dôme de tonnerre, mais d'ailleurs, après, on en parle du dôme de tonnerre. Ouais. Il est pas ouf. Non, déjà il est tout petit en fait. Il est tout petit, putain, mais là je vais reparler de souvenirs. Donc moi, pour Mad Max 3, vraiment, les souvenirs que j'avais, c'était que c'était un gros nanar. C'était que le dôme de tonnerre, c'était vraiment tout le lieu du film. Ouais. Qu'il se passait énormément de choses dedans, tu vois, des souvenirs de jeunesse, tu vois. Pour moi, c'était le lieu culte de la baston, tu vois. Et finalement, non, c'est au début du film, il y a une baston, et le dôme du tonnerre, on le voit plus du film. Ouais, c'est ça en fait. C'est juste le... Donc, il se bat contre... alors, c'est Master and Muscle. Master Blaster.
Oui, c'est ça. Master Blaster. Et donc, il se bat contre le Blaster. Ouais. Et donc, en fait, les deux... Donc, il y a un Master, c'est un nain. Blaster, c'est le géant c'est le géant musclé. Oui, alors en fait, on n'en a pas dit, mais le but de Max, en fait, c'est le contrat de Max, c'est de tuer Blaster pour que Master se retrouve seul et donc sans garde du corps. Voilà, et perdre son pouvoir. Voilà, quoi. et donc Tina Turner, Côte de Maille, son but, c'est de reprendre le business de Master, donc qui est la porcherie, qui produit l'énergie, qui fait vivre la ville. Qui alimente complètement la ville, Voilà. Et donc, le but de Tina Turner, j'ai plus son nom, je suis désolé. Entity, le but de Entity, c'est de reprendre la mainmise sur ce business-là et avoir complètement le monopole sur Trockville, d'être la maîtresse suprême. Parce qu'en fait, dès qu'il y a quelque chose qui va pas, en fait, il utilise Master, il fait des embargos d'énergie, en fait. Donc, dès qu'il demande un truc qu'il a pas, et ben, pouf, embargo, et voilà, pour le coup, c'est ça. Ça plaît pas trop à Queen Tina Turner. Et donc, Max, il se retrouve à se battre sous ce dôme de tonnerre qui est tout rikiki. Avec des harnais élastiques. Voilà, qui est pas si impressionnant que ça. Voilà, qui doit se battre contre Blaster. Et qui refusera de le tuer. On va pas vous dire pourquoi. Pour le coup, il faudra le découvrir. Et le film va basculer dans une deuxième partie complètement inattendue. Où, en fait, Max va se retrouver propulsé dans un désert et il va atterrir dans un petit oasis. Un petit oasis, un paradis entre guillemets, où il y a des enfants perdus qui vivent là-bas. C'est ça. Voilà. En arrivant dans ce village-là, il va être pris à partie parce qu'il est considéré comme un espèce de messie. Ouais, c'est ça, le sauveur. Le sauveur, parce qu'il y a une prophétie qui s'est créée dans ce petit village-là, où en fait ils ont dessiné sur des murs un personnage qui ressemble à Max et qui raconte l'histoire de ce personnage-là qui est pilote d'avion et qui viendra secourir les enfants perdus et les emmener dans la... Je sais plus c'est quoi le terme, mais dans la prairie verte ou je sais plus quoi. Dans une espèce de paradis vert, quoi. Et sauf que Max, il comprend pas. Parce que ils s'en tapent complètement le cul par terre. C'est ça. Et il est pas là pour ça. Lui, ce qu'il veut, c'est retourner à Trockville et récupérer... Et son but, lui, sinon, c'est vraiment... il a survécu. Et maintenant, c'est de continuer sa life. Pas exact. Oui, c'est vrai. Non. Et le but, c'est de continuer sa life. Sauf que les enfants perdus, déçus par l'espèce de prophétie qui ne se réalise pas, en fait, vont décider de suivre la route qu'a suivi Max pour arriver dans ce village et aller à Trockville. Parce qu'ils sont persuadés qu'en fait, là-bas, ils seront mieux. Et à partir de là, Max, il va se retrouver à retourner à Trockville pour essayer de sauver les enfants et par la même occasion, délivrer Trockville. Ouais, c'est ça. Complètement. Voilà. Donc, c'est un peu le même schéma que Fury Road, aller-retour, tu vois. Ouais, c'est vrai. Aller-retour où tu vois vraiment Max faire un aller puis de dire c'est bon, j'ai fait mon aller, maintenant je m'en bats complètement les couilles, je reste là où je suis. Sauf que par la force des choses, il sera obligé de faire le retour parce qu'il a un bon fond et il doit essayer de sauver ces jeunes enfants-là de ce qui va les attendre à Trockville. Sentiment général, tu veux en dire un peu dessus ou franchement, c'est... c'est un bon petit film. C'est un bon petit film. Il est ni bon ni mauvais. Il est vraiment entre les deux. Il se regarde bien. C'est un divertissement. Ça ni queue ni tête. Ça c'est absurde à des moments. Mais ok. Ouais, franchement, je suis d'accord. Très bien. Voilà. C'était Mad Max au-delà du dôme de tonnerre. Et on passe maintenant à Fury Road. À la pièce de résistance. Ouais. La masterpiece. La masterclass. Mon monde est à feu et à sang. Tout va se jouer sur le pétrole. On s'entretue pour de l'essence. Il n'y a presque plus d'eau sur la Terre. De l'eau. Où est l'eau? On n'a plus d'eau. Ils sont de retour. Tout le monde est devenu fou.
tu n'es pas le seul. Tout fait mal dans le désert. Vous voulez survivre? Faites ce que je vous dis. Ramassez ce que vous pouvez et fuyez. Quelle journée merveilleuse! Attends. Comment tu t'appelles? Quatrième volet, sorti en 2015. Tout à fait. Toujours de George Miller. Toujours. Et plus de Mel Gibson. Non. Trop vieux, je crois. Trop vieux, puis trop de casserole au cul. Ah oui, c'était peut-être aussi, ouais. Voilà, parce que le petit Mel, hein, il est pas tout rose. Ouais, je pense pas, non. Non, je suis sûr. Je suis sûr, moi, il est pas tout rose. Maintenant, place à Tom Hardy. Ouais. Très bon remplacement. Très bon casting, quand même. Ouais, très bon cast, franchement. Très bon cast. Et puis, on retrouve aussi Charlize Theron en Furiosa. Ouais. Et ça envoie du pâté. Et ça pète sa mère. Ouais, complètement. Donc, Fury Road, tu nous racontes un peu le film ou... Oui, bien sûr. Donc, c'est Max. On sent qu'il est hanté par son passé. On n'a pas d'informations sur le passé en question. Il arrive dans la citadelle parce qu'il se fait attraper par des nomades. Et en fait, il est emprisonné, entre guillemets, pour son sang. Il se fait prélever son sang qui est donné... un globulard. Un globulard, tout à fait. Et donc, dans la citadelle, il y a des warboys qui sont un peu les kamikazes à qui on promet l'entrée au Valhalla s'ils se suicident. Et donc, Tom Hardy, mon Max, est là pour... Il travaille sous les ordres de Immortal Joe. Ouais, c'est ça, Immortan Joe, pardon. Ouais. Donc, Max se fait embarquer par les Warboys sur leur voiture pour pouvoir aller poursuivre l'impérateur Furiosa, qui était normalement l'impérateur désigné de Immortan Joe. Et en fait, on sent qu'elle fait une trahison, et donc voilà, il y a tout ce passage-là où elle change de cap, elle doit aller faire une livraison de fuel dans la ville d'à côté, et elle décide de changer de route, et partir dans une autre direction, en plein désert. C'est ça. Et donc on sent que effectivement, ça plaît pas beaucoup à Immortan Joe. Oui, parce qu'il a découvert le poteau rose. Voilà, c'est ça. Pourquoi elle a changé de route? Donc en gros, au lieu d'aller livrer du fuel, elle est partie, comment dire... Assez enfuie en fait. Assez enfuie de la colonie avec les pondeuses d'élite d'Immortan Joe. Donc en gros... Voilà, donc en fait c'est les top modèles Chanel. C'est ça. d'Immortan Joe. C'est ça, qui lui font des bébés. Voilà, qui servaient à faire des gosses, c'était des pondeuses comme ils disent bien dans le film. Et donc Furiosa a décidé de les libérer en fait. Les libérer, puis de partir vers son ancienne terre. Donc l'ancienne terre qui est tenue par les... mers innombrables. Les mers innombrables, donc une terre où soi-disant on peut continuer à vivre et tout est paisible. Et donc Furiosa va emmener ces 5 pondeuses-là dans ce monde-là pour essayer de se sortir de la tyrannie de Immortan Joe. Et donc elles se font prendre en course par les Warboys, Immortan Joe et tout le clan. Ouais, parce que t'as aussi d'autres clans autour. Ouais, il y a d'autres villes qui vont justement... T'as Petro City, t'as je sais plus quoi.
Et donc, qui vont ramener du monde pour pouvoir faire des courses-poursuites encore plus folles. Et au milieu, il y a Max qui essaye juste de rester accroché à la voiture. Et ouais, qui sert juste de perche à... Comment on appelle ça dans les hôpitaux, là, une perfusion. Ouais, c'est ça. C'est ouais, en fait, le sac de perf de sang. Ouais, c'est ça. Max s'est transformé en sac de perf. Et donc, il continue à alimenter en sang un des Warboy. Ouais. Warboy qui deviendra aussi important par la suite de l'histoire. S'ensuit des événements, des cascades à tout va, des effets spéciaux. Premier film à effets spéciaux d'ailleurs. Voilà, qu'est-ce que t'en as pensé en général ? Ah bah moi j'ai surkiffé. Alors moi c'est le premier que j'ai vu de la saga pour le coup. Donc j'ai par contre sur celui-là un petit affect, ouais. Et non, franchement, je l'ai adoré. C'est vraiment un film qui est éblouissant dans tous les sens du terme. C'est un film encore plus impressionnant au cinéma. Ouais. Moi, j'avais souvenir qu'au cinéma, quand on l'avait vu, c'était une énorme claque. Franchement, ouais. C'était incroyable. Et on l'a revu aussi plusieurs fois. Et à chaque fois, je veux dire, il perd rien, en fait. Ouais. Je veux dire, c'est pas dit au fur et à mesure des visionnages, bon, bah, on se lasse un peu, ou... pareil, il vieillit, et donc, ça passe pas bien. Là, trop bien, franchement, c'est vraiment un film qui, du début à la fin, t'emmène dans cette cascade à mille à l'heure, cette course-poursuite, et t'es embarqué dedans, et le sentiment qu'a Tom Hardy qui est coincé sur le devant de la voiture, attaché, bah on a presque ce sentiment-là, en fait, où on est attaché sur notre siège, et c'est parti, on y va, quoi. C'est clair. Non, mais il y a des vraies prises de risque. Ouais, puis les cascades, elles sont folles. Elles sont folles, même s'il y a du CGI. Franchement, c'est des CGI à idées, en fait. C'est vraiment des idées qui amènent, on va dire, un peu plus de rock'n'roll au film. Parce que on l'avait dit, pour les 2 premiers films, c'était très punk. Ouais. Le 3e est devenu un peu plus pop, tu vois. Ouais. Et le 3e, c'est vraiment carrément rock'n'roll. Et je dis pas ça pour le guitariste qui est sur le camion avec, comment dire, dès qu'il fait une note, ça fait un lance-flamme, tu vois. Non, c'est vraiment un film qui est vraiment bourré d'idées, qui est vraiment très rock dans sa démarche, dans ses cascades, dans sa direction. Et c'est ouf. Et encore, quasiment 10 ans après, le film n'a pas pris une ride. Franchement. C'est toujours aussi efficace. Et puis, ce genre de film-là, on n'en voit pas. Les seules fois où on les a vus, c'était avec les premiers Mad Max. Après, c'est avec Fury Road. Ouais. Entre deux, on avait Fast and Furious. Qui à côté, c'est plus c'est l'équivalent entre Peppa Pig et Dragon Ball, tu vois. Et c'est incomparable. C'est incomparable ce qu'arrive à faire George Miller dans ce genre de film-là, action cascade. C'est le maître, tout simplement. Ah ouais. Puis là, tu vois les perchistes, déjà les idées de voitures aussi, ces voitures à étage où ils ont les voitures hérissons, là, c'est super. Ils ont créé vraiment, donc tu sens, ils ont poussé le truc dans le monde, quoi. Mais c'est un univers, en plus on sait que ça se passe vraiment loin dans le futur, comparé avec la première trilogie Mad Max et ce film-là, mais sans pour autant aller dans la technologie avancée, tu vois. Ouais, complètement. Ça reste vraiment sur du muscle car, tu vois, vraiment entre les buggy du désert, tu vois, et trucs comme ça, et c'était juste customisé avec des pics à tout va, vraiment du métal, quoi. Tu vois, tu sens vraiment que c'est posé, c'est soudé, c'est vissé dans tous les sens, tu vois, il y a vraiment de l'artisanat, et ça fonctionne à mort. Ouais, je suis d'accord. Et t'as des idées après avec les perches qui explosent, là, j'adore ça. Les perches, moi, à chaque fois qu'il y en a une qui est lancée, puis que ça pète, j'ai encore le souvenir au cinéma, tu vois, quand ça vient t'exploser dans le thorax, tu vois, avec l'impact. C'est ouf, c'est ces genres de scènes-là que j'adore. Et sans parler après, un peu plus tard, des scènes avec les perches, elles sont complètement folles. C'est impressionnant. Et puis justement, je me suis renseigné un peu sur ça. C'est vraiment des perches qui ont été créées pour le film. Donc encore des prises de risque de dingue. Puis il faut se mettre là-haut. Il faut pas avoir peur. Hein. L'idée, les machins, quand tu vois tanguer dans tous les sens, non, c'est impressionnant. Ouais. Et voilà, là, je reste vraiment sur le dur. Mais après, voilà, entre deux, t'as les scènes, la scène dans la tempête de sable, avec les éclairs, les espèces de tornades et tout. CGI, mais c'est tellement bien fait, c'est tellement prenant. Puis cette musique. Ouais, ça marche super bien. Et puis même dans le marais aussi, en fait. Le marais, c'est ces petits moments de flottement là, où le rythme est complètement suspendu. Ouais. Et t'as ces petits effets-là, mais en fait, ça a aucun sens. Ouais, c'est juste pour montrer, en fait, aussi
l'avancement puis l'évolution du monde, c'est-à-dire Ouais. qu'il y a la citadelle qui est le monde entre guillemets vert et vivable, mais qui est dominé par Immortan Joe, et au fur et à mesure où ils avancent, il y a différents strates de désolation, et c'est d'ailleurs comme ça que s'appelle le monde en fait, Ouais, c'est c'est la ça. route de la désolation. Et ça fonctionne super bien parce que tu vois que malgré l'avancement, malgré les kilomètres qu'ils vont faire, à chaque fois c'est soit du sable, soit Des marécages, des marécages, mais il n'y a rien il y a de rien du vivable tout. en fait. Sauf l'espèce de gars sur perche là qui dans cette espèce de marée là, Ouais. où t'as les espèces de Qui font une espèce de mecs qui font qui sont sur des perches et qui marchent comme ça. Tu te dis qu'est-ce qu'ils font là? C'est ça. Qui sont-ils? C'est ça. C'est censé être le désert et puis il y a des personnes qui vivent ici. Qui sont-ils? On ne sait pas. En fait, on n'a aucun background sur ce lieu-là. On n'a aucun background sur ces espèces de personnages qui vivent dans ce coin-là. Ok, mais c'est juste que le temps est complètement suspendu et puis l'image est belle. Ouais, et donc c'est ça on fonctionne. la prend telle quelle, même Ouais. si quand tu réfléchis, je dis oui, mais en fait, elle n'a aucun sens. C'est ça. Mais ça marche. Enfin, quoique. Après, derrière, on apprend que ce lieu-là, en fait, c'était l'ancien lieu des mers innombrables. Et donc, l'espèce d'Eldorado que cherchait Furiosa. Et donc, ils y étaient et ils ne se sont pas rendus compte que c'était ici. Et en continuant, ils sont tombés sur le reste des mers innombrables, enfin, les restantes. Et Furiosa, déchante complètement et comment dire, prend conscience que cet Eldorado-là n'existe plus. C'est ça. Et donc, après, c'est l'idée de trouver un nouveau plan. Donc, soit de traverser le désert en espérant qu'ils trouvent quelque chose avant les 160 jours de garantie qu'ils ont en fuel, ou sinon de marche ou crève en fait. Ouais, c'est ça, ou retourner à la citadelle. Retourner à la citadelle, ce qui est une idée de Max. Ouais, complètement. Parce que Max était parti pour se séparer et puis dire allez hop, moi c'est bon, comme dans les deux premiers. Ouais, je continue ma route, j'en ai rien à taper. Laissez-moi tranquille. Et finalement, le petit fond, la petite voix sur l'épaule gauche de Max, il dit va les aider là, elles vont crever là. T'es pas si mauvais que ça, toi. Et donc du coup, il y va et il propose de retourner à la citadelle et de la prendre d'assaut et de prendre le contrôle de cette ville. De complètement détrôner Immortan Joe, et sachant que justement tout le monde est sur la route, de toutes les villes aux alentours pour pouvoir arrêter Furiosa et récupérer les pondeuses. Et en fait, donc l'idée c'est d'arriver avant eux et d'arriver quand la place est. Et justement ce système d'aller-retour là, je l'ai trouvé hyper sympa pour le coup, parce que il y avait beaucoup de critiques ou de personnes que j'entendais parler dire ouais, c'est un film aller-retour, ça n'a aucun sens. Ils partent dans un sens, finalement ils reviennent au début. Pourquoi on a perdu 1h30 de ça? Au final ils auraient pu rester au même endroit. Quoi. Ouais. Alors qu'au final, tout l'intérêt après c'est les cascades. Bien sûr. Ouais. Mais justement l'aller, ce que j'aime bien, c'est que là, c'est vraiment une chasse à l'homme, en fait. C'est vraiment une chasse où tu as tout le monde qui essaie de rattraper cette espèce de camion qui file à toute allure dans le désert. Et le deuxième, en fait, c'est vraiment une course à qui c'est qui va arriver le premier à la citadelle. Ouais, complètement. Et voilà, c'est pas une répétition de cascade, en fait, finalement. Parce que quand tu dis aller-retour, tu dis, vas-y. Ils vont passer au même endroit, ils vont faire la même chose. Et finalement, la deuxième partie, elle est déjà beaucoup plus courte. Mais cette espèce de course à la montre, là, qui m'a énormément plu. Et jusqu'au final, où t'as, entre, scène épique, scène héroïque, sacrifice à tout va, et voilà, c'est du grand spectacle. Ouais, non, franchement. Du grand spectacle, et encore le genre de blockbuster qui n'a pas encore été détrôné. Ouais, franchement. Même s'il y avait de très bons divertissements ces dernières années qui sont sortis, mais rien n'égale encore aujourd'hui Mad Max Fury Road, à mon humble avis. Ouais, je suis d'accord. Voilà, ce film a énormément marqué. Pour moi, c'est un des meilleurs films de ces dernières décennies. C'est un grand film. Ouais. Voilà. Et moi, pour le coup, quand je l'avais vu, que j'avais pas vu la première trilogie, j'avais pas du tout d'attente. Et j'ai pris tout en pleine poire, quoi. C'était vraiment... Oui, parce que l'avantage, en fait, c'est qu'ils peuvent se regarder indépendamment. Complètement. Donc ça, c'est pas mal. Et l'avantage aussi, c'est que les autres, c'est qu'ils peuvent se regarder indépendamment aussi, parce que il n'y a pas cette espèce de suite où... En fait, c'est des stand-alone, en fait. Ouais. Tu as toujours, comme je disais, en fait, Max, c'est vraiment la caméra de l'univers. En fait, on va suivre dans chaque film des groupes ou une personne qui va vouloir faire quelque chose. Et en fait, Max, il est là contre la force des choses. Et puis, en fait, on suit un peu le point de vue de Max. Oui, je suis dans cet univers-là. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Et voilà. En fait, Max, c'est un spectateur. Et puis, nous, en fait, on est spectateur de Max qui, lui, filme la scène. C'est ça. Et Mad Max, pour moi, c'est ça.
tout se prend comme on veut. Si vous n'avez pas envie de vous faire les 3 premiers pour X raisons, parce que vous avez peur que ce soit trop vieux, parce que voilà, c'est peut-être un peu daté aussi au niveau cinéma, vous n'êtes pas rendu là-dedans, ou parce que vous pouvez plus trop regarder un peu de Mel Gibson, parce qu'avec toutes les casseroles au cul, je peux comprendre parfaitement. Ouais, complètement. Mais moi, dans tous les cas, cette saga-là, pour moi, elle a pas trop de défauts finalement. Ouais, franchement, en fait, je pense c'est une saga aussi, qui elle tient est bien. pas prétentieuse, en fait. Et tu sens que ça joue beaucoup aussi dans comment on va réceptionner l'œuvre. Parce que, en fait, on prend juste le très très bon divertissement et le film d'action, les cascades qui sont folles et on va vraiment se concentrer là-dessus. Et ouais, franchement, je pense que c'est un film s'il avait voulu faire plus, tu vois, ou même justement dans les années 80, s'ils avaient voulu se lancer dans le CGI, faire plein de trucs et tout, peut-être que ça serait pas autant perduré dans le temps. Peut-être. Mais moi, je vois dans Fury Road, justement, c'est la quintessence de la trilogie, en fait. Ouais. Il a vraiment tout essayé dans cette première trilogie-là, parce qu'on retrouve énormément de choses dans Fury Road. Complètement. On retrouve plein de petits... c'est pas des clins d'œil, en fait, c'est vraiment des trucs qu'il a essayé dans les premiers films. Et qu'il pouvait pas forcément faire jusqu'au bout. Et qu'il a amélioré, qu'il a apporté à son apothéose dans Fury Road. Ça donne ce magnifique film. Ouais, c'est clair. Et voilà, puis comme je l'ai dit, toute la saga se tient, même si paradoxalement, elle n'est pas cohérente. Ouais, ça se tient, mais c'est pas cohérent en fait. Quand tu prends les 4 films bout à bout, il y a plein de choses qui fonctionnent pas. Mais on s'en tape. Mad Max, c'est pas ça. C'est ce que je voulais dire, c'est pas le but, quoi. Petite anecdote que j'ai trouvée il y a pas longtemps. Alors, dans Mad Max 2, Max, il a 38 lignes de dialogue. Oui. Dans Fury Road, il en a 63. Ok. Et le film où il y en a le moins, c'est Furiosa qui va sortir. Et Anna Taylor-Joy, elle va avoir 30 lignes de dialogue. J'ai entendu ça dans le dernier podcast du Réalisme en trucage. Justement, ils en ont parlé et ils ont donné cette anecdote-là. Et moi, ce que j'attends, en fait, c'est que s'il n'y a pas trop de dialogue, c'est que ça va parler avec le regard. Ouais, c'est que ça va jouer sur des jeux de... C'est ce que a demandé George Miller à l'actrice, en fait. C'est vraiment de dire, il faut que tout passe par tes yeux, et c'est-à-dire qu'il n'y a pas de parole et il n'y a même pas d'expression faciale, en fait. Elle est très neutre. Et elle s'est battue pour pouvoir avoir une scène de rage, en fait, où elle va exprimer toutes ses émotions. Et au départ, ils ne voulaient pas, et au final, ils ont beaucoup négocié, quoi. J'ai hâte de le Et voir. elle a apparemment eu gain de cause, et il y a vraiment une scène où elle lâche tout, quoi. Ah ouais. Et c'est pas quelque chose qui est filmé au loin ou un truc comme ça comme on peut avoir dans Fury Road avec Furiosa. Dans le désert apparemment là c'est vraiment plus comment dire, intimiste, frontal, quoi. Frontal, ouais. Donc j'en sais pas plus, mais j'ai hâte. De toute façon, on a fait cet épisode-là justement pour se plonger corps et âme dans Furiosa, parce que j'ai vraiment hâte de le voir. D'ailleurs, les attentes. Moi, j'ai un ressenti un peu bizarre en fait pour Furiosa, parce que j'ai adoré Fury Road, j'ai adoré le personnage de Furiosa dans Fury Road. Après, ce que j'avais un peu aussi comme crainte, c'était le fait que on reste sur une franchise qui existe déjà. C'est aussi une année où il y a beaucoup de suites, de préquels, de choses, de reboots, de choses comme ça. Et donc, voilà, j'étais mitigée, en fait, en me disant, oui, j'ai envie de voir plus de Furiosa, mais en même temps, c'est juste du fanservice. Et voilà. Après, il y a des très bonnes critiques qui sont sorties là, et donc ça donne beaucoup plus envie. Oui, parce qu'il faut dire qu'au moment où on enregistre, en fait, il a été diffusé à Cannes. Ouais. Et donc, il y a déjà les premières notes spectateurs et... pour le coup, ça a l'air très bien, quoi. Et après aussi, j'ai pas d'inquiétude dans le sens sur le film en soi, parce que Fury Road, il est excellent, donc on sent que George Miller, il sait ce qu'il fait, je veux dire, il a plus rien à prouver, et on sent qu'il va y avoir quelque chose de très bon derrière. Moi, le seul truc que j'avais comme un peu difficulté, c'est de se dire, est-ce qu'il y a vraiment besoin de continuer là-dessus ? Mais voilà, après, clairement, en étant honnête, je pense que c'est un film que je vais kiffer parce que je kiffe le personnage de Furiosa. Là, voilà, on s'est refait toute la franchise et j'ai vraiment tout adoré. Donc, voilà, je pense pas que ça va pas être bien, quoi, tu vois. C'est plus qu'au départ, tu vois, c'est pas un film où j'ai eu la hype et que j'ai attendu en mode genre, vas-y, on compte les jours, parce que c'était un peu le côté de genre, oui, bon, c'est bon, on a encore une suite, on a encore un truc,
Et voilà, mais je pense que quand on va aller le voir, ça va déchirer, ça va envoyer du bois, quoi. Ouais, bah moi, les attentes que j'avais, c'est un peu une contre-attente par rapport à Fury Road. Parce qu'en fait, quand Fury Road est sorti, je me suis dit, pourquoi ? Tout simplement. Pourquoi Fury Road ? Pourquoi Fury Road ? Oui, je me souviens, là, maintenant tu me le dis, on en avait discuté, oui, on va le voir, mais en même temps, il n'y a pas besoin de... Moi, j'avais pas l'intérêt, en fait. Moi, j'avais une première trilogie qui me plaisait bien dans ce qu'elle proposait. Ouais. Et quand il y a Fury Road, je me suis dit, mais c'est pour faire du pognon, c'est pour faire un reboot. Moi, je voyais ça, à la base de Fury Road, je voyais vraiment comme un reboot, tu vois. Finalement, quand on est allé voir le film, grosse claque, et George Miller, je me suis prosterné devant lui, je lui ai demandé pardon. Et quand Furiosa a été annoncé, je me suis dit un peu comme Fury Road, je me suis dit, j'en ai pas besoin. Ouais, c'est ça en fait. Sauf que pour Fury Road, j'en ai pas besoin, mais quand il est sorti, j'ai dit, ah oui, finalement, je suis content. Ouais, c'est ça, on est content qu'il soit là, quoi. Voilà, et donc pour Furiosa, je me suis dit la même chose, je me suis dit, finalement, Furiosa, j'en ai pas besoin, mais je le veux. Ouais. C'est paradoxal, je le veux, tu vois. Pour le coup, c'est pareil, c'est pas vraiment une énorme hype, mais je me suis dit, ok, George Miller me propose un Furiosa dans l'univers de Mad Max, je fonce, tout simplement. Et voilà, moi j'ai juste une hâte, c'est d'aller le voir, parce que maintenant que j'ai vu un peu les premières critiques, j'ai hâte de me faire mon avis, et j'ai hâte de me prendre ma petite claque aussi, parce que je sens que ça va être spectaculaire. Ouais, je pense aussi. Voilà, donc on a très hâte d'aller voir Furiosa. Et on va aller le voir dans 2 jours. Dans 2 jours, quand l'épisode va sortir, parce que nous, on va foncer vendredi. Ouais, on va aller voir ça vite. On va aller le voir le week-end qui vient, et on va aller découvrir Furiosa. Pour clôturer l'épisode, est-ce qu'on se ferait pas un petit classement des 4 films ? Vas-y, annonce-moi. Alors, moi, parce que, comme je dis tout à l'heure, c'est Fury Road en premier, parce que c'est mon doudou, mon chouchou. Après, c'est le 2, pour le côté très noir et très, un peu, justement, dépressif de Max, vraiment cette ambiance très électrique et tendue. Ensuite, le 1, et ensuite le 3. Ok. Écoute, moi, ça va être très court, c'est comme le tien, en fait. Ouais. C'est comme le tien, sauf que... je pense que dans un mood différent, je mettrais le 2 devant. Ouais, ça dépend de ton état d'esprit. Ça dépend. Quoi. Tu vois, là, je suis dans un mood où j'ai envie de prendre du spectacle, et j'ai envie de juste prendre du plaisir, tu vois. Donc, je mettrais bien Fury Road en premier, devant, mais juste derrière, il y a vraiment le Mad Max 2 qui est vraiment au cul de Fury Road. Ouais. Et après, le premier. Puis le troisième, en fait, c'est con, mais le troisième, je le compte pas vraiment dans le classement, parce que comme c'est vraiment Toi, tu fais juste une trilogie. Ouais, en fait, voilà, je fais un classement de trilogie. En fait, le 3, je le mets en 4e position, parce qu'il s'appelle Mad Max. Mais pour moi, en fait, il aurait pu s'appeler... Juste Max. Max et les enfants perdus. Ouais, juste Max, juste Max, c'est bien. C'est pas mal comme film. Ou Chibi Max au Japon. Ouais. Tu vois, ça aurait été ou Good Max, le bon Max. Lil Max. Voilà. Enfin bref, je m'éparpille. Oui, donc vraiment, le 3, je le mets vraiment à part, même si je l'aime beaucoup, tu vois. Enfin, je l'aime beaucoup dans pas mal de choses ils m'ont bien diverti. Mais tu vois, là, je pense que dans ma prochaine phase bresson, dans ma prochaine phase dépressive, je mettrais le 2 devant Fury Road. Parce que le 2, vraiment, il a tout. Ah ouais, il fonctionne. Il a tout ce qui peut me plaire, en fait, quand je suis en mode bresson, tu vois. Quand je l'ai vu, j'ai fait, voilà, mais ça, c'est un film sombre, ça, c'est un film noir. Ça, c'est du post-apo comme je les aime. Toi, très... comme on l'a dit, très punk, il y a plein de tenues sadomaso qui rappellent les folles soirées mondaines. Non, pardon. Là, je m'éparpille, je raconte un peu ma vie, désolé. Donc voilà, je vais clôturer comme ça, et je pense que c'est pas mal. Ouais, très bien. Moi, j'ai juste un mini truc à rajouter. Je vais faire vite, mais... On a regardé Fury Road en black and chrome. Oui, merci. Le faites pas. Merci. Voilà. On l'a fait pour vous, le faites pas. Je voulais le dire depuis tout à l'heure, mais j'ai complètement oublié parce que j'ai un cerveau de moule. Et oui, donc voilà, je te laisse continuer, vas-y. Et donc, c'est... En fait, moi, pour le coup, j'avais un peu une hype de le voir, cette version-là, parce que, ça avait l'air d'être classe, et puis c'était... Je me dis, ouais, pourquoi pas, en noir et blanc, ça peut péter. Il y a quelques scènes qui fonctionnent très très bien. George Miller le dit en intro en disant qu'effectivement ça fonctionne pas sur tout le film et qu'il avait vraiment très envie de faire ça. Et donc c'était juste un kiff personnel. Voilà, et donc on le prend aussi comme ça, comme un kiff qu'il a eu. Mais voilà, le film, la version Black and Chrome a clairement des limites. Ouais. Et notamment, il y a des choses où on perd beaucoup en lisibilité et en profondeur.
et sur des courses-poursuites où tu as des lignes et des lignes de voitures qui sont là ensemble et tout, bah en fait tu perds plein d'intensité, plein de messages aussi, moi je trouve, dans les jeux de regard, les choses comme ça. Il y a des scènes, comme je disais, qui fonctionnent très bien, mais au pire, matez-vous quelques scènes et revenez à la version couleur. Parce que le film entier, c'était compliqué à la fin. Ouais, c'était ça piquait les yeux, parce qu'il y a cet effet chrome, justement. Ouais. Tu vois, métalleux, là, qui vient... un peu avec du grain. Ouais, qui est avec du grain, vraiment, un espèce une pellicule, vraiment, qui vient agresser les yeux, tu vois, avec ses reflets... Puis, bah, comme il y a des moments qui sont pas lisibles, en fait, tu vas vraiment faire un effort pour chercher, pour essayer de comprendre les points qui te manquent pour que ce soit bien compréhensible. Et ouais, ça non, franchement, c'est pas ouf. Mais c'est même pas ouf, c'est complètement dispensable. Ouais, donc voilà, juste pour préciser, allez pas vendre un rein pour acheter la version Black and Chrome, ça sert à rien. Non, faut pas. De toute façon, même, voilà, toi, t'avais une petite hype. Moi, je savais très bien que pour moi, ça allait moi, j'avais pas ce côté de dire, effectivement, les films en noir et blanc qui sont remis comme ça par un filtre, ça allait pas fonctionner parce que j'en avais pas vu tant que ça. Et ouais, je me suis dit, ça peut amener quelque chose, tu sais, une dimension assez noire, justement, peut-être un truc un peu plus poisseux et tout. Mais c'est pas dans le bon sens du terme, là. Ouais, mais comme je te disais, le film est pas pensé pour noir et blanc. Ouais, c'est ça. Et donc, il y a plein d'éléments, il y a des choses qui fonctionnent pas. De colorimétrie qui sont prévus justement pour la couleur et qui fonctionnent très bien en couleur. Et bah, tu le mets en noir et blanc et ça devient tout plat, quoi. Ouais, non, pour faire un vrai film en noir et blanc, il faut le penser en noir et blanc. Sinon, ça rend pas bien. C'est ça. Et là, pour le coup, la Black and Chrome de Mad Max... Pas d'intérêt. Mais Fury Road, toujours génialissime. Donc, par contre... Ceux qui l'ont pas vu, n'hésitez pas à y aller. Et ceux qui n'ont pas vu les Mad Max, et comme tu disais, qui ont peur d'y aller sur les anciens. Il faut y aller, ça n'a pas vieilli, franchement. Ouais, franchement, moi je les ai découverts cette année, là, il y a quelques semaines, puisqu'on a tout fait il y a pas longtemps. Et franchement, ça fonctionne super bien. Et franchement, allez voir ce qui se fait dans les années 70, qu'on pouvait faire avec une caméra et avec des cascades. Et avec une vraie envie de faire un film punk et complètement barré. Ça montre la liberté qu'il y a pu exister au cinéma, quoi. Exactement. Non, franchement, foncez sur toute la saga en général. Faites-vous votre avis, franchement, c'est ouf. Et puis, voilà, quoi. Puis après, il y a Furiosa qui arrive. Donc, on va se refaire... Faites-vous tout ça dans l'ordre. Enfin, dans l'ordre, même si Furiosa, ça se passe avant Fury Road. Mais bon, voilà, c'était la saga Mad Max. Très bien. Une bonne saga pour démarrer, je trouve. Ouais. Premier épisode de Ciné Club Rétro. On est ravis d'avoir fait cet épisode-là. Tout pareil. Et on va se donner rendez-vous pour un prochain épisode qui sortira, on ne sait pas quand. Ouais, alors effectivement, pour la préséance, on a un rythme hebdomadaire, donc il y a un épisode qui sort tous les dimanches. Sur ce podcast-là, ce sera de manière un petit peu moins régulière. Parce qu'en général, on se fait des rétrospectives assez longues. Ouais, c'est ça. Donc là, on s'est fait 4 films, donc il faut le temps de mater 4 films. C'est ça. Il y aura d'autres sagas, il y aura d'autres rétrospectives, d'autres thèmes qui demanderont un peu plus de visionnage. Voilà. Donc voilà, il n'y aura pas de date définie. Même si, pour vous donner une petite hype, on va dire, pour ce podcast-là, pour le prochain thème, tous les films ont été regardés. Ouais, donc on devrait sortir assez rapidement. Bon, on va pas le proposer la semaine prochaine ou dans 2 semaines parce que ça va vous donner un faux rythme et il faut pas s'habituer à ça, sinon c'est comme Immortal Joe, il dit avec l'eau, il faut pas s'y habituer parce que c'est... On devient accro. Donc voilà. Bon, on se donne rendez-vous, je pense, d'ici 3 semaines, 1 mois. Ouais, je pense quelque chose comme ça. Ah oui, puis on va vous expliquer un peu. On va essayer de basculer sur plein de thèmes. Donc là, on est parti sur une saga. Ouais. Le prochain épisode, on va basculer sur un thème, tout simplement. Et ensuite, on basculera sur une rétrospective d'un cinéaste. Et on va tourner comme ça à chaque fois. Et on va tourner à chaque fois comme ça pour varier un peu les plaisirs, pour pas faire que des sagas, parce qu'il y a énormément de podcasts qui font déjà que des sagas, il y en a d'autres podcasts qui font que des réalisateurs. Voilà, nous l'idée c'est pas de pomper sur tout ce que les autres font, c'est pas de copier, c'est pas essayer de les concurrencer. En fait, c'est purement égoïste, on va faire des trucs qu'on a envie de regarder. Exactement, ouais, mais bien dit. Là, on est désolé, mais là c'est vraiment juste de l'envie, on est juste en kiff à faire du podcast. C'est ça. Avec l'ASP, on a vraiment pris un plaisir et là on avait, parce que voilà, comme on l'a dit dans l'ASP, on regarde pas que du cinéma asiatique et on avait envie de faire autre chose, de proposer d'autres films. Et là, on est parti sur des rétrospectives où on se faisait plein de petites sagas. Donc, on avait envie d'en parler aussi et puis de vous partager tout ça. Donc, d'où l'existence de Ciné Club Rétro. Donc, voilà, j'espère que vous avez apprécié.
On reviendra Très bientôt. Très bientôt, très rapidement, si on peut dire ça. Pour nous, ce sera très rapidement. Pour vous, ça va être un peu long, mais ça voudra dire que ça vous a plu. Et donc, on se donne rendez-vous bientôt pour l'épisode à thème. C'est ça. On vous dira pour pas lequel, 2. on vous teasera peut-être, Oui. ou alors le jour J, vous saurez de quoi on va parler. C'est ça. Donc, continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux. La page Instagram, c'est ciné_club_rétro. Vous pouvez aussi nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, à nous laisser une note 5 étoiles, c'est top. Merci. Ouais. Donnez-nous un maximum de visibilité. De force. Voilà, donc n'hésitez pas à nous mettre des commentaires aussi, ça c'est toujours apprécié. Nous, on essaye de répondre à tout le monde, donc n'hésitez pas à nous mettre un petit message. On répond à tout le monde en général parce qu'on n'est pas non plus. Non, on n'est pas débordé de. On n'a pas des grosses costas, donc. Non, ça va. On a un petit message. On n'a pas de community manager qui gère ça pour nous. C'est ça. On a un petit message de temps en temps, donc on a largement le temps de vous répondre. Mais il est toujours super apprécié. Donc... Et on répond toujours avec plaisir et souvent on discute cinéma avec les personnes qui nous envoient des messages. On a même créé des liens avec des personnes qu'on a avec des personnes, des podcasteurs, donc c'est top. Voilà, nous on fait ça aussi pour essayer de parler cinéma, partager avec vous, donc n'ayez pas peur, on mord pas. Et voilà. Et dites-nous ce que vous avez pensé de Mad Max en général. Bah ouais, carrément. La saga, ça va. Ce que vous en pensez, votre classement aussi. Ouais, faites-nous vos petits classements aussi dans les commentaires. Si vous écoutez sur Spotify, je pense que je vous mettrai le quiz, enfin, pas le quiz, mais la description dans la description du film. De notre classement. C'est quoi votre classement Mad Max et essayez de nous faire un petit classement. On ira jeter un coup d'œil à ça. Ouais, très bien. Et merci encore. Portez-vous bien et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde. Ciao.